Vous vous posez peut-être la question si il faut investir tout de suite dans un vélo de contre-la-montre. Est-ce qu'il faut investir 3, 6, 10 000 dans un gros vélo avec du gros matériel? Aujourd'hui, on est avec Jean-Louis Talot et il va nous expliquer tout ça. Est-ce que c'est une vaste enfumerie ou est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Bon, c'est une super question parce que ça concerne le budget et tout le monde est serré par un budget, hein. C'est rare les gens qui peuvent se permettre des dépenses. Alors, quant à la question du vélo de contre-la-montre par rapport contre le vélo classique, déjà, ça veut dire que vous allez faire des chronos souvent et dans des conditions où l'aérodynamique a de l'importance. Donc, si vous êtes dans des triathlons qui sont très roulants et que vous en faites souvent, évidemment, le vélo de chrono sera important, mais encore faut-il peser quel prix vous allez y mettre. Et là, donc, la question aérodynamique a de l'importance, la position aérodynamique a de l'importance, mais entre un vélo classique équipé de prolongateurs et un vélo de triathlon, il y a des coûts qui sont assez chers pour des avantages qui peuvent être marginaux. Alors on va détailler ce que c'est marginal parce que les budgets vélo, ça monte vite très très haut. Et on se demande pourquoi. On se demande pourquoi parce que j'ai fait le tour de la planète et les cadres de vélo sont presque tous faits à Taïwan ou en Chine. Et le coût de production, il y a une dizaine d'années, était connu, un cadre carbone, $250, $300, quelle que soit la marque. Donc, il faut bien comprendre d'entrée que c'est un problème de marketing. Et que donc tout dans le vélo est très marketé, d'autant plus que ceux qui font le marketing savent qu'on est dans la passion. Et la passion empêche la raison. Donc, on va vous faire des objets très sexy dont on va vous vanter des qualités qui ont un intérêt vraiment epsilonesque par rapport au budget qu'on vous demande. Imaginez qu'un vélo, je ne sais pas, un vélo à 10-12 000 euros, c'est le prix d'une voiture. Qu'est-ce qu'il y a de comparable sur un vélo à une voiture? Mais objectivement, c'est à mourir de rire. Ouais. Un cadre à $300, du carbone, pas de quoi fouetter un chat. Et quant aux équipements, c'est toujours des équipements du japonais ou de l'américain. Et un dérailleur électrique, des freins à disque, excusez-moi, mais par rapport à une voiture, ce qu'on vous montre, c'est ridicule de payer si cher des objets aussi petits. Ouais. Vous payez 10 000 euros un objet qui pèse 7 kg contre une voiture qui pèse 1,5 tonne. L'ingénierie dans une voiture, c'est incomparablement plus évolué que ce qu'on fait dans un vélo. Donc, pour les marketeurs, c'est une question de marketing. C'est que marketing. Les mecs pensent, ils sont dans la passion. Il suffit qu'on dise, il y a deux arguments. Le poids et la rigidité. L'argument du poids a duré pendant 100 ans et l'argument de rigidité, ils étaient quand même un peu à court. À un moment donné, on raconte la rigidité. Les deux arguments sont à être pliés en deux. Parce que nous, on a fait des essais dans des cols avec des compétiteurs de haut niveau. On commence à mesurer quelque chose d'un peu, pas epsilonesque, mais un petit peu, à partir du kilo. Or, dans le marketing du vélo, on vous fait payer le gramme marginal en moins une fortune. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un vélo qui fait 10 000 euros, par rapport à un vélo qui fait 4 000 euros, la différence est epsilonesque. Vous payez les 200 grammes une fortune. Or, c'est beaucoup plus facile de perdre 200 grammes autour du ventre, je parle pour moi, hein, les autres peut-être pas, mais moi oui, que de perdre 200 grammes. Donc, en vélo, le marketing, c'est on fait payer très très cher le gramme marginal. Ça, c'est le premier point, c'est le poids. Le deuxième argument qui est arrivé un peu plus tardivement, c'est la rigidité. Alors, la rigidité, ça a une importance aussi assez. Pour un sprinter qui sort 2000 watts, rigide, oui. Pour un mec de la piste qui va sortir 2500 ou 3000 watts, rigide. Oui. Pour un triathlète qui va faire moyen, qui va faire son Ironman à 250 watts, là, 50 watts, il faut quand même envoyer déjà un peu. Il faut envoyer déjà, mais quand tu mesures le couple, la force que tu génères sur ta pédale à 250 watts, tu ne tords pas un rayon. Hein. Alors les gens se prennent, alors je sais, ça plate, évidemment que le marketing, c'est flatter l'ego. Moi, j'ai un cadre très rigide, tu sais, sous-entendu, je suis tellement puissant. Je vais casser le vélo. Voilà, que je vais casser le vélo si on ne me retient pas. Là, on est dans le ridicule le plus absolu, mais je comprends, la passion mange tout ça. Donc, j'ai des trucs en carbone très rigides, le vélo, tout est très rigide et donc très inconfortable. Et donc, en fait, au détriment de la perf. La rigidité n'a de sens que pour des gars sortant des puissances importantes, notamment sprint, piste, beaucoup moins importante pour sortir sur un triathlon maintenant de gars de haut niveau. Allez, c'est peut-être 350 watts sur le vélo. Et c'est déjà beaucoup, mais 350 watts constant. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de variation. Tu es constant à produire 350 watts, tu t'auras rien. Hein. Et quand est-ce qu'il faudrait passer à
un vélo de contre-la-montre. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui commence le vélo, il n'a pas forcément besoin d'un contre-la-montre, mais tu vois, quand est-ce qu'il faut... Moi, je pense qu'il faut y aller graduellement parce que l'investissement est cher pour des gains marginaux. Alors, c'est toujours en balance avec ton budget. Mais tu peux mettre ton vélo classique, tu peux rajouter les prolongateurs quand tu es bien et que tu commences à performer et que d'un seul coup la performance devient significative pour toi, passer au vélo de chrono. Mais tu ne vas pas mesurer des trucs monstrueux. Là, en ce moment, sur le Tour de France, on entendait les vélos vont trop vite. Moi, je me demande qu'est-ce qui peut les faire aller plus vite. Parce que, à part le moteur qui est dessus, le vélo, on va te dire la rigidité. Oui, il monte le col à 400 watts. Oui, ben, ça fait monter le col à un demi-quart de kilomètre/heure plus vite. Je pense que ce qui les fait plus vite, c'est les freins à disque dans la descente. C'est-à-dire que tu freines plus tard, tu peux aller plus vite. Quant au profil aérodynamique des guidons qu'on a beaucoup vu, imagine le poids du profil du guidon sur le poids du profil du mec en entier. Ouais, on est dans le violonnage tous azimuts et qu'on vend une fortune. Mais je comprends, le gars passionné, le guidon aile d'avion, c'est beau, le profil du cadre, c'est magnifique. Mais je me rappelle une fois, les premiers cadres profilés fabriqués par la firme de F1, dont je ne me rappelle plus le nom, sont sortis en compétition. Est-ce qu'on les a vus devant? Ben non. Ils n'étaient pas plus devant que les autres étaient devant. Donc les gains supposés sont des gains allégations, quoi. Allégations marketing, en sachant que le gars du vélo est passionné et qu'il va y laisser sa bourse. Imaginez 15 000 € un vélo d'une marque française bien connue. 15 000 €, pourquoi? Le cadre carbone. Taïwan, les équipements d'un équipementier japonais ou américain bien connu. Et le gars dit, j'ai acheté, je vais dire n'importe quoi, j'ai acheté un Pinarello. Et là, c'est très important. Il n'a pas acheté un Pinarello. Il a acheté un japonais, des équipements, parce qu'il n'y a que le cadre qui est de Pinarello. Alors, évidemment, Pinarello va faire un cadre avec une fourche énigmatique, censée amortir blablabla, pour qu'on le reconnaisse surtout. Et vendre le cadre 5, 6, 7 000 €. Qu'est-ce qu'il a de mieux qu'un autre cadre? Ils sont tous faits à Taïwan. Tu vas à Taïwan, tu visites l'usine, et puis c'est comme les trucs de machine à laver. À la fin, on met un scotch dessus, on met le badge, ça c'est un tel, ça c'est un tel, ça c'est un tel. Donc quand tu t'achètes un vélo du nom d'une marque, Pinarello, machin, Trek, truc. En fait, qu'est-ce qu'il y a de Trek, de Pinarello? Ben, rien que le cadre. Autrement dit, rien. Autrement dit, rien. C'est l'équipement qui va compter. Et on devrait nommer le vélo de la marque de l'équipementier qui fait les freins, les disques, le pédalier, etc. Donc il faudrait passer à un vélo de contre-la-montre, à acheter plus cher quand tu performes vraiment. Quand il y a vraiment de la perf, même voir quand tu es pro, quoi, en fait. Ça suffirait. Oui, quand tu veux mesurer de la perf, évidemment, il y aura un petit écart avec un vélo d'une grande qualité, mais petit. Et pour des amateurs comme nous, ça sert strictement honnêtement, à rien. Tu vois, je t'ai donné mon vélo et tu performes avec. Non, mais c'est vrai. Comment les gens peuvent faire, pour ceux qui n'ont pas de budget, pour commencer à se lancer dans le triathlon, pour moi, je leur vélo, conseille tous d'acheter des vélos d'occasion. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'use sur un vélo? Pas grand-chose. Alors je sais la rhétorique qu'on va faire. Le cadre, ça fait 2 ans que je le maltraite. Avec ses 200 watts, il maltraite un cadre. S'il sortait de 2000 watts, oui, il maltraite le cadre. Mais en sortant en moyenne 200 watts, machin, tu maltraites rien du tout. Donc dès que tu as changé de roulement à billes et les plaquettes de frein, il n'y a rien d'usé sur le vélo. Donc acheter d'occasion. Parce que du coup, tu vas payer 2 fois moins cher un truc qui n'a pas d'usure. L'usure du carbone, faut expliquer. Ouais, parce que moi, j'ai acheté un vélo en alu, tu vois, franchement, le poids, comparé au carbone, c'est un peu plus lourd, mais tu vois, franchement, ça va. Je l'ai payé 600 balles, tu vois, je fais des Ironman avec, il n'y a aucun souci, je mets les prolongateurs. Tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as mis 600 balles pour un vélo, et tu as mis un budget pour ton physiologiste, le programme d'entraînement. Et c'est là où ça va peser. Parce que tu as pris le physiologiste l'année dernière, tu vois tes résultats maintenant. Là, on n'est pas dans l'epsilon, on est dans du pourcent à 2 chiffres. Tandis que le vélo, tu mets 600 ou 6000, tu n'auras pas de chiffre d'écart en pourcentage. Alors que l'entraînement... C'est l'entraînement qui est capital. L'entraînement, la nourriture, tout ce qui est annexe. Ça pèse beaucoup. Le vélo, alors évidemment, si tu as des budgets limités, achète-toi ce que tu veux. Si ton ego est un peu dilaté, achète-toi ce que tu veux. Mais si tu arrives à peser les effets marketing et les réels effets, c'est comme les crèmes de beauté, censées faire rajeunir. Ça fait 50 ans qu'on les vend et personne n'a jamais rajeuni. C'est la même chose. Ok. Je vais me faire des ennemis là quand même. Super. Si vous voulez suivre le reste de toutes les vidéos,
elles vont sortir semaine après semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On va encore parler de biomécanique, de VO2 max, d'entraînement, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste des interviews avec Jean-Loup.